notre annonce, chaque participant à cette journée a droit à un ticket de visite du musée des arts et métiers. Vous pouvez les récupérer à l'accueil. C'est un petit papier blanc qui vous permettre de rentrer gratuitement au musée. Donc maintenant, j'appelle Nicolas Revoy. Il est là, mais... Il est en train de tweeter. Ah ben... Pardon? Ah oui, il y a Wi-Fi, oui. Pardon? Oui, mais je ne les ai pas, moi. C'est toi qui les as. Il faut vous mettiez sur Snap Visiteur. Bonjour, je m'appelle là. Le username Ouais. c'est chimie. Et le mot de passe, France. Tout en minuscule. Ok, donc on va poursuivre la journée. Donc, l'orateur de cette session est Nicolas Revoy. Bonjour. Je mets mes lunettes. Il a suivi une formation de journaliste à la Sorbonne. Il est depuis 12 ans dans la presse scientifique et il est directeur de la rédaction du Journal de la Science, dont il est fondateur. Et donc, il va nous parler de son expérience. Bonjour. Tout d'abord, merci de nous avoir accueillis, le Journal de la Science, tout petit site de science, pour venir vous parler un petit peu de ce qu'on fait. Je vais très rapidement vous présenter. Alors oui, au préalable, je suis vraiment désolé, j'ai pas eu le temps de prévoir de présentation PowerPoint, donc en fait je vais parler, mais il n'y aura pas d'image. J'en suis désolé, c'est vrai que l'image aide parfois à faire passer plus efficacement le message, et là je n'ai rien sous la main, je suis désolé. Rapidement, qui est le Journal de la Science? Il a été fondé par mes soins, ce site. À l'époque où j'ai commencé à y penser quand j'étais à Sciences et Vie, je m'occupais de la rubrique neurosciences là-bas, j'ai travaillé longtemps là-bas, et j'ai décidé en 2007 de démissionner pour lancer le Journal de la Science. À l'époque, je connaissais absolument rien au web, donc ça a pris beaucoup de temps. Et finalement, K1K, avec des financements assez maigres, on est complètement autofinancé. On a réussi à lancer le Journal de la Science, qui depuis une petite année, un peu moins même, publie désormais quotidiennement des contenus et augmente petit à petit son volume de publication et donc parallèlement son audience aussi. Donc on est tout petit évidemment par rapport à Sciences et Avenir, c'est pas du tout la même logique. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant, que je vous parle un petit peu dans un premier temps de ce que c'est qu'être un média indépendant en ligne. Qu'est-ce que c'est quotidiennement que de faire cette activité-là? Ça permettra peut-être dans un deuxième temps de voir comment l'univers de la science peut se connecter à l'univers des médias numériques. Tout d'abord, le constat que je vais dresser dans un premier temps va peut-être vous sembler un petit peu désenchanté. En réalité, il n'en est rien. C'est vrai que c'est la situation pour les gens qui sont des pure players, c'est-à-dire des gens qui sont exclusivement des sites internet, est pas évidente. D'abord pour des raisons économiques, mais l'avantage de cette situation, c'est que ça génère pas mal d'opportunités, que ça aide à revisiter et aide à réfléchir à ce que devrait être une pratique journalistique améliorée pour l'avenir. Qu'est-ce qui s'est passé tout d'abord depuis l'irruption du web? La possibilité de la vitesse. Aujourd'hui, un média indépendant, la plupart du temps, il est sur Google Actualité, il a besoin d'aller extrêmement vite pour pouvoir être visible. Par exemple, le Journal de la Science est indexé sur Google Actualité. Google Actualité, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un portail, enfin c'est pas exactement un portail, mais c'est un agrégateur d'actualité fondé par Google qui agrège en fait les contenus des différents médias du monde entier en fait. Et donc sur la même page, on a des titres avec des chapeaux qui appartiennent au Figaro, au Monde, à Sciences et Avenir, etc. Et on peut donc accéder à son information sur la même page, toujours la même page, du même endroit, tous les jours, quotidiennement. Donc l'idée pour les médias aujourd'hui, pour être visible, si on n'est pas sur Google Actualité, c'est mauvais. Donc il faut être sur Google Actualité, et quand on y est, il faut publier le plus rapidement possible pour pouvoir être le plus visible possible sur Google Actualité.
C'est évidemment pas très sain comme mécanisme. Ça incite à publier rapidement pour pouvoir être le plus visible possible. Donc il y a cette dimension de la rapidité, de la vitesse qui a fait irruption dans la pratique journalistique et qui est à la fois extrêmement agréable parce qu'on se dit que quand on est le premier à sortir quelque chose, eh ben c'est très gratifiant. Et en même temps, parfois on écrit vite et parfois on écrit aussi, c'est le deuxième aspect, des choses qui ne sont pas suffisamment fouillées, suffisamment uniques. Dans le domaine de la presse généraliste, les dépêches se modifient et mutent telles des gènes de média en média, mais on reconnaît bien les gènes d'origine quand on met en parallèle les différents papiers qui ont été écrits par Le Monde, Le Figaro, Le Point, L'Express sur le même sujet, et il en est de même pour les contenus scientifiques. La plupart du temps, les sites qui publient des contenus à caractère scientifique utilisent surtout les dépêches d'université dont sont issus les chercheurs, plutôt que la publier elle-même. La publier elle-même, elle est payante d'abord, sauf quand c'est PLOS ONE ou des revues en open access où on peut consulter l'intégralité de la recherche, mais sinon c'est un contenu qui a été déjà vulgarisé par le service communication de l'université. Donc, mais comme on doit aller vite et qu'on doit être le premier sur Google Actualité, c'est pas grave, on prend le contenu. Si on a un peu de temps, et nous on aime bien faire ça au Journal de la Science, on appelle des chercheurs français pour qu'ils nous donnent leur avis là-dessus, et donc ça nous permet d'enrichir le contenu, et puis on va contextualiser avec des éléments de background. Mais globalement, c'est comme ça qu'on publie aujourd'hui sur un média pure player sur Internet. Donc ça aide à être rapide, on est plus facilement visible si on fait ça. Et le corollaire de ça, c'est que il y a une dimension de duplicabilité, c'est-à-dire que mon voisin a publié juste avant quelque chose. Qu'est-ce qu'il a écrit? Ok, ça c'est intéressant. Moi, je vais l'enrichir de telle manière. Je vais prendre en fait. Je prenais tout à l'heure la métaphore du gène qui mute et qui évolue. L'information, c'est comme un gène. Elle mute, elle évolue. Et l'idée, c'est que les contenus avec le web peuvent se dupliquer très rapidement. Donc, il y a une espèce de profusion de contenu. Exemple, Rosetta. Quel média aujourd'hui n'a pas parlé de Rosetta hier, avant-hier, etc. Tous les contenus qui ont été publiés ont été la plupart du temps appuyés sur des communiqués de presse qui étaient fournis par le CNES. Alors nous, ça nous amuse parce que nous, on travaille pour le CNES et c'est nous qui avons fait le dernier communiqué de presse pour Rosetta. Donc c'est très rigolo de voir nos propres contenus en fait muter, évoluer et se répandre dans l'univers et l'écosystème médiatique. Donc duplicabilité, rapidité et donc évidemment, c'est pas très simple pour l'information, mais c'est efficace. On en a besoin quand on a un média pure player parce qu'on a besoin de payer ses serveurs, on a besoin de faire entrer de l'argent et Dieu sait que les revenus sur Internet sont difficiles à générer. Cette duplicabilité, elle est intéressante parce qu'elle a induit. Donc ça, c'est pour le panorama un petit peu déprimant de la presse en ligne aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a généré des attentes. La première attente par rapport à cette dimension de duplicabilité, donc de profusion de contenus semi-identiques, c'est l'attente de contenu unique. Et depuis 2-3 ans, il y a une mutation journalistique très intéressante qui se produit, qui vient, comme d'habitude, des États-Unis, et qui concerne ce qu'on appelle le journalisme long format, le long form journalisme. Vous avez peut-être entendu parler d'un quelque chose qui était sorti par le New York Times il y a 1 an et demi, je pense maintenant, qui est très célèbre, qui est très connu, en tout cas dans les écoles de journalisme, qui s'appelle Snowfall. C'est un récit qui est très long et qui raconte en fait l'histoire de skieurs qui ont été piégés par une avalanche. Certains sont morts, d'autres ont survécu. Et c'est un récit très long, hyper immersif. C'est presque une nouvelle en fait, enrichie avec du multimédia, des infographies, des vidéos, et qui permet de se plonger dans l'histoire de ces skieurs absolument tragiques. Et on en ressort ayant vécu une expérience hors norme. Auparavant, il y avait déjà des expériences là, comme ça, en Amérique, mais elles n'avaient pas été suffisamment poussées. Ça arrive, tout le monde en parle, et là, les gens se disent « Waouh, c'est révolutionnaire ». Avec le web, on n'est pas obligé de faire du contenu rapide et dupliqué, on peut aussi faire du contenu de grande qualité, très immersif et très approfondi, et du contenu évidemment unique. Évidemment, pour faire ça, ils ont travaillé près d'1 an et avec il y avait 5-6 personnes dans mon souvenir minimum qui ont travaillé à temps plein pour ce contenu-là. Donc évidemment, ça ne s'est pas fait en une après-midi. Mais c'est intéressant. Ça dit quoi? Ça dit que c'est possible de faire des choses qui sont plus approfondies, uniques,
Et on s'est aperçu d'ailleurs que l'audience en fait de cette simple page en fait Snowfall sur le site du New York Times avait à elle seule une audience qui rivalisait avec des sites médias tout entiers. Donc c'est assez intéressant de se dire que c'est possible, grâce à un contenu unique, donc qui n'est pas duplicable, de générer une audience beaucoup plus importante de façon inattendue que prévu. Autre aspect, duplicabilité, ça signifie qu'il y a profusion de contenus qui se ressemblent un peu tous. Du coup, il y a tellement de contenu qu'on a envie, pour pas perdre de temps, d'avoir un regard sur ces contenus, un regard qui trie, un regard expert. Et là aussi, il y a une seconde attente très intéressante, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus envie simplement d'accéder à l'information, ils ont envie qu'on y accède quelque part à leur place dans un premier temps et qu'on trie le bon grain de livret et qu'on livre en fait un regard problématisé sur une thématique donnée. Et c'est ce qu'on fait quand on écrit un grand article quand on est journaliste et qu'on travaille pour un titre de la presse papier. Moi, quand j'ai travaillé à Sciences et Vie, je faisais beaucoup de dossiers de une. Je faisais des articles qui faisaient des kilomètres, ça faisait 20 pages dans les pages centrales. Je m'éclatais. C'était très problématisé, sauf que le problème, c'est que ça prenait beaucoup de temps à faire. Mais c'est intéressant de voir que sur Internet aussi, eh bien, cette dimension de problématisation, elle est là, les gens en ont envie, ils ont besoin qu'on trie les contenus à leur place dans un premier temps et qu'on ait un regard expert et problématisé sur la thématique qui les intéresse. Tout à l'heure, je crois qu'il y a un passeur de sciences qui va venir, Pierre Barthélémy. Je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais on est en contact, je dirais, numérique. C'est quelqu'un qui fait une revue de presse tous les vendredis. Je ne veux pas déflorer ce qu'il va dire, peut-être qu'il va en parler, mais tous les vendredis, il dit, voilà, moi, ce qui m'intéressait sur l'actualité scientifique de la semaine, c'est ça. Et c'est quelque chose qui plaît énormément à ses lecteurs, et c'est de ça dont je parle. Troisième conséquence de cette duplicabilité des infos, ces infos qui sont un peu partout disséminées à des endroits différents, l'internaute, il est fatigué, il a envie de rester au même endroit pour consulter toutes ces infos. Alors parfois il va sur Google Actualité, mais aussi ce qu'il aime bien, c'est recevoir ces infos dans ses flux sociaux. Ça peut être Facebook, mais c'est pas hyper adapté au contenu journalistique. Aujourd'hui c'est plutôt Google+, même si encore en France Google+, se développe que lentement. Il est probable que demain ça sera vraiment un outil qui nous permettra d'accéder à l'information et qui sera très répandu. Et ça signifie quoi pour le média qui lui a envie que l'internaute vienne sur son site et puis de temps en temps clique sur une publicité pour que ça lui ramène quelques centimes d'euros? Eh bien, il va plus venir sur son site. Il va regarder les contenus qui sont diffusés sur Facebook, Twitter, enfin pas Twitter, Google+, Facebook. Il va lire le titre, il va lire le chapeau, il va cliquer sur la vidéo, il va regarder l'image et puis souvent ça va s'arrêter là. Donc, en tant que média, comment on fait pour exister, y compris d'un point de vue économique, quand on a cette telle force de frappe de ces réseaux distributeurs que sont d'information, que sont les médias sociaux? C'est compliqué. Donc soit on n'y va pas, soit on se dit ah non moi je mets pas mes contenus sur les réseaux sociaux parce que sinon je gagne pas d'argent, soit au contraire on y va à fond. Notre stratégie à nous, on n'a rien à perdre, on y va à fond. Donc on fait beaucoup de choses sur Facebook, sur Google+, on répond à toutes les questions et on dialogue beaucoup en message public et privé avec nos internautes. Ça prend un peu de temps, mais c'est intéressant. Beaucoup de ces gens-là ne vont pas après sur notre site, c'est vrai, mais certains y vont. Et ce qui est intéressant au final, c'est qu'on acquiert une forme de notoriété, de popularité sur les réseaux sociaux qui fait que quand on sort quelque chose avant les autres, ou quelque chose qui est unique, une interview, etc., eh bien on est relayé beaucoup plus facilement. Il y a une dimension de viralité à laquelle on accède, qui est la contrepartie finalement de ce renoncement à obliger l'internaute à venir sur son propre site. Donc demain, peut-être que les sites médias en général et les sites médias orientés sciences vont devoir réfléchir à cette idée de qu'est-ce que je fais sur les médias sociaux. Est-ce que je fais simplement que diffuser du contenu? On en parlait tout à l'heure avec Sciences et Avenir. Ou qu'est-ce que je fais de plus par rapport à ça? Donc ça, c'est les trois grandes... voilà ce qui émerge finalement de cet environnement un petit peu compliqué pour les médias pure players. Et voilà donc les attentes intéressantes qui émergent et qui sont je le récapitule, l'attente de contenu unique, l'attente de ne pas se déplacer, de rester sur le même endroit, les réseaux sociaux, et enfin le désir d'un regard. Nous, par rapport à ces constats-là, qu'est-ce qu'on s'est dit? On n'a pas des moyens financiers délirants, loin de là, mais on s'est dit du contenu unique, on peut peut-être en fabriquer. On a réfléchi et on a lancé quelque chose qui n'a pas encore vu le jour sur Internet et qui va être visible cette année. On a développé avec l'école polytechnique une web-série documentaire qui va s'appeler Vocation chercheur et qui va suivre le quotidien d'un laboratoire de recherche spécialisé en physique des fluides et plus exactement en microfluidique.
au LADIX, qui est un laboratoire du Polytechnique. On va suivre ces chercheurs pendant 1 an. On va les regarder réussir leur manipulation, on va les regarder échouer dans leur manipulation, et au final, l'idée, ça va être de proposer à l'internaute, qui ne connaît pas très bien l'univers de la science, de mieux comprendre qu'est-ce que c'est que le métier de chercheur. Donc voilà une solution qui nous est apparue. On s'est dit peut-être que là il y a quelque chose à faire, il y a un contenu unique intéressant à produire et on va s'y mettre. Donc on développe ça avec Polytechnique. On vient d'avoir, on est content, là, une subvention de la Cité des Sciences avec la bourse Estime. Donc autre aspect, on a parlé des contenus longs. Qu'est-ce qu'on peut faire en science pour raconter des contenus longs, immersifs, uniques? Là aussi on a quelques idées. Il y a des choses qui vont voir le jour cette année, on va peut-être pas trop en parler, mais globalement, je pense que la science, on peut la traiter de deux manières. On peut la traiter de façon encyclopédique, comme Science et Vie, Science et Avenir. Science et Vie, je connais bien puisque j'en venais, et on avait cette approche-là, assez encyclopédique. Science et Avenir, c'est pas très éloigné. Ou alors une approche narrative. On se dit, ok, la science, c'est avant tout des êtres humains, qui sont aux prises avec l'incertitude, qui vont réussir ou qui vont rater. C'est comme une histoire, c'est comme une fiction américaine quelque part. Il y a quelque chose, il y a une dimension de suspense, il y a une dimension épique, un souffle absolument intéressant et qu'on sous-exploite actuellement. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dans les contenus longs sur Internet pour rendre compte de cette dimension épique de la recherche scientifique? Donc là aussi, on est donc en train de réfléchir à ça, et on va sortir quelques contenus longs cette année, qui seront des contenus très immersifs, qui raconteront des chercheurs qui ont découvert des choses, et on va, se mettre à leur place. Ils vont nous raconter comment ça s'est passé dans leur tête, avec leurs émotions, lorsque, au bout de 10-15 années de recherche, ils ont finalement réussi à démontrer telle ou telle hypothèse, par exemple. Donc voilà les projets qu'on a. Est-ce que je suis en avance ou en retard? Je ne sais pas. Il me reste 2 minutes? Ah oui, d'accord. Concernant la science, je me suis dit que le deuxième point peut-être intéressant, c'était de dire très concrètement, nous, qu'est-ce qu'on voit en fait dans notre pratique vis-à-vis de nos internautes. Qu'est-ce qui les intéresse? Je ne sais pas si je me dis que ça peut être des pistes intéressantes pour asseoir pour améliorer peut-être sa communication scientifique. En tout cas, ça peut donner quelques idées, ça peut être inspirant. Donc je vais citer un peu pêle-mêle les lignes de force majeures qui émergent de ça. Première chose qui nous est apparue rapidement quand on a lancé le journal de la science, c'est que les gens, ils ont une consommation très égocentrée des contenus scientifiques. Ils aiment avant tout qu'on leur parle d'eux. Ça ne veut pas dire que ça doit tourner autour de l'être humain, mais ils ont besoin d'utiliser en fait les contenus scientifiques pour réfléchir sur eux-mêmes et sur eux-mêmes par rapport au monde. Exemple, les émotions humaines. Là récemment, en janvier, on avait fait une actu après qui s'est vue un peu partout sur les émotions humaines et sur des chercheurs qui se sont amusés à cartographier de façon pas très scientifique d'ailleurs au final les différentes émotions humaines. Puisqu'en fait c'était basé sur du déclaratif avant tout, le protocole expérimental. Mais bref, ça a énormément fonctionné sur cet article qu'on a publié. On a, je crois, 10 000 likes, 10 000 j'aime Facebook en 5 jours. Donc ça a complètement buzzé. Ça signifie quoi? Ça signifie que les gens aiment que la science leur apporte des informations nouvelles sur eux-mêmes, voire leur confirme des choses qu'ils ont compris intuitivement. Ça, c'est un premier point. Alors, oui, ils aiment aussi beaucoup, les gens, l'astrophysique, ils aiment aussi beaucoup l'espace, ils aiment aussi beaucoup réfléchir au Big Bang. Mais là aussi, quelque part, c'est une façon, on pourrait se dire c'est très éloigné de l'être humain, c'est pas du tout égocentré, en fait, non, pas du tout. Ça leur aide à réfléchir, à répondre à ces grandes questions métaphysiques qui sont d'où on vient et pourquoi on est là. Donc, là encore, c'est très égocentré, et c'est très sain quelque part que ça soit égocentré. Mais donc ça peut être voilà une première piste pour se dire ok, ça c'est quelque chose. Il y a un tropisme fort vers les contenus qui disent des choses sur l'être humain et sur sa place dans le monde. Deuxième chose, 2 minutes, je les ai écoulées, je vais aller très vite. Attrait pour ce qui est positif, inspirant. La science, elle est anxiogène. Ça fait 30 ans que. Enfin, il y a eu les 30 glorieuses où on avait l'impression vraiment que la science allait révolutionner le monde. Aujourd'hui, on a bien vu que c'est pas le cas. On en a peur, au contraire, les biotech, etc., thérapie génique, avec les utilisations de l'embryon, etc. Enfin, les gens savent plus trop en fait ce qui se passe dans les labos. Ils ont assez peur. Et ce qu'ils veulent avant tout, c'est des histoires positives et inspirantes. Ça, c'est la deuxième chose qu'on remarque. C'est bien, c'est mal, je sais pas, mais en tout cas, ils ont un fort tropisme pour ce genre de choses. Troisième aspect, ils attendent de la réactivité. Ils nous posent beaucoup de questions sur les réseaux sociaux. Pourquoi, comment, on essaie d'y répondre. Parfois, on n'y arrive pas. Quatrième chose, les gens veulent voir derrière le décor.
Qu'est-ce qui se passe derrière la dimension encyclopédique de la science? Nous, avec Vocation Chercheur, la web-série documentaire qu'on va produire, on espère répondre à cette attente. Et enfin, la dimension humaine incarnée de la science, se dire ok que derrière les publications il y a des gens, et ça, quand les internautes s'en rendent compte, ils sont très heureux. Nous, quand on publie des interviews, on est un des seuls médias scientifiques en ligne à publier des interviews in extenso de chercheurs, généralement pour commenter une actualité, les gens sont très très contents. Je voulais enfin aborder les rapports entre nous, les journalistes scientifiques, qui ne sommes pas scientifiques, et les scientifiques, très rapidement. Ces rapports, ils se jouent principalement sur la dimension des interviews, justement, quand on fait des interviews pour qu'un chercheur nous donne son sentiment sur une publi qui vient de sortir. Et bien là, les rapports sont excellents, en fait. Honnêtement, j'ai jamais eu il y a eu que des expériences positives, en fait, avec les chercheurs qu'on a interrogés. Auparavant, quand j'étais en sciences civiques, c'était pareil. Donc, petits médias ou grands médias. Aujourd'hui, quand j'ai le journal de la science au téléphone, les gens connaissent pas, mais ils sont très contents de parler de ce qu'ils savent et de nous éclairer. Et donc ça, c'est intéressant à noter. Est-ce que toutefois ça veut dire que les chercheurs ont envie de communiquer, d'aller au-delà simplement de répondre à des questions d'interview? Je ne sais pas. Nous, on a voulu ouvrir une plateforme de blog pour les chercheurs. On n'est pas arrivé à en motiver beaucoup. On a ouvert un espace tribune pour les chercheurs pour qu'ils puissent présenter leurs travaux, écrire eux-mêmes dans le site. Jusqu'à présent, on n'a pas trop réussi à les intéresser avec ça. Donc, quelle est la limite entre le désir de communiquer et puis le temps qu'on dispose concrètement pour le faire? Je pense que là, il y a peut-être une ligne de fracture que je viens d'évoquer avec ces deux, avec ce qui précède. Non, je vais m'arrêter là. J'avais encore des choses à dire, mais je vais un peu me répéter, donc ça ne sert à rien. Merci. Donc, on a un peu de temps pour des questions. Alors je vais commencer par une question d'Antoine Rousseau, donc, qui nous suit sur Internet via le live stream. J'en profite pour saluer tous ceux qui nous suivent donc, sur le site scienceetmedia.org et qui nous demandent concrètement un format long, un contenu long. Ça correspond à quoi en fait? 40 000 signes. 40 000 signes. 40 000 signes, c'est quand vous allez sur Science et Vie, que vous prenez un 6 pages, on va dire que ça fait 15 000 signes. Les signes, en fait, c'est les lettres, espace compris. 40 000 signes, c'est 3 à 4 fois plus ça. Pour prendre un élément de comparaison un peu plus parlant, parce que là c'est une comparaison journalistique pas très sympathique, c'est une grosse nouvelle. C'est un petit livre. Voilà. Et l'idée, c'est que dans les contenus longs, on a aussi la possibilité, évidemment, de mettre du texte, mais de la vidéo, de la photo. Donc, je vous encourage à aller voir un autre contenu long, autre que Snowfall, qui est bien plus réussi encore au niveau de l'ergonomie, qui est plus récent aussi, qui a été sorti par le Guardian. Je me souviens plus du titre, ça parle d'incendie en Australie. En cherchant en anglais Guardian plus le mot incendie et Australie, vous tombez dessus, ça c'est certain. Regardez l'ergonomie de cet objet, c'est absolument magnifique. Et donc là, j'ai compté, moi je me suis amusé à compter la longueur, c'est à peu près 40 000 signes. Donc on est vraiment, ouais, c'est une petite nouvelle. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Marie-Claude ? Oui, Marie-Claude Vittorge, Société chimique de France. Alors, j'ai projeté la première page de votre site et j'ai deux questions. Journal de la science, mais pour moi, il y a deux mots qui manquent, le mot mathématique et le mot chimie. C'est vrai, vous avez raison. C'est une question qu'on... Alors, je sais bien qu'en général, matériaux, énergie, on dit c'est la chimie, mais voilà. Vous avez complètement raison. C'est drôle, d'autant plus drôle que en fait, dans notre pratique, nous, je vous en ai pas parlé, mais comment on vit? On vend des prestations, enfin on réalise des contenus à caractère scientifique pour des institutions. J'ai parlé tout à l'heure du CNES, mais on fait ça pour beaucoup d'autres institutions, des médias et aussi des entreprises qui travaillent dans la chimie. Donc on aurait dû être capable de le faire. Pourquoi on ne le fait pas? D'une part parce qu'il y a très peu d'actualités scientifiques. Je vais être franc, je vais vous parler à cœur ouvert. C'est difficile de vulgariser la chimie et les mathématiques. Voir les mathématiques, c'est presque impossible pour certains sujets. Moi-même, je ne suis pas mathématicien, je ne suis pas chimiste. Il y a des fois où quand je veux parler de chimie, honnêtement, je m'arrache les cheveux.
il faut que j'appelle un chercheur. Si dans les 2 heures qui suivent, je n'arrive pas à trouver un chercheur qui va répondre à mes questions et éclairer ma lanterne, je me dis ok, ce sujet, j'ai pas le temps de le traiter. Google Actualité, la vitesse, je passe à un autre sujet. C'est aussi bête que ça. Donc pourquoi il n'y a pas de chimie de mathématiques? Parce que donc il y a cette dimension de complexité. Donc non seulement c'est compliqué pour nous, les journalistes, je ne devrais pas le dire, mais j'ai décidé d'être franc et je vous le dis. Et c'est aussi, a fortiori, encore plus compliqué que de le vulgariser. Il faut évidemment comprendre avant de vulgariser. Et même si on a soi-même compris, moi je me souviens à Sciences et Vie, j'avais fait un sujet sur les cubes magiques. Donc c'est un sujet en mathématiques. À vulgariser, ça avait été très 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 compliqué. J'avais passé une après-midi entière avec le mathématicien qui m'avait expliqué, donc j'avais bien compris. Par contre, pour le vulgariser, après, ça avait été plus compliqué. Donc, pourquoi? Parce que c'est abstrait. Je pense que les maths, le problème, c'est que c'est très abstrait. La chimie, c'est un peu plus concret, parce qu'il y a des choses qui sont observables. Mais ça reste quand même très abstrait, parce que ça ne fait pas partie de notre univers observable à nous. Et alors, la physique... Pourquoi on en parle quand même, la physique? Parce que la physique, elle est liée à l'astrophysique et que les gens ont une soif de comprendre ce qui se passe dans l'espace. Donc, on va parler de ce qui se passe dans l'espace, on va faire allusion à des théories physiques, mais on ne va jamais rentrer dans le dur. Je veux dire, c'est la physique quantique, quand on parle d'effets quantiques, d'oscillations, etc., dans un article sur le journal de la science, et chez mes concurrents c'est la même chose, on ne va jamais rentrer dans le détail. Peut-être parce qu'on n'a pas envie d'ennuyer le lecteur, mais peut-être aussi qu'on ne sait pas exactement de quoi ça parle. Et qu'il faudrait qu'on passe une matinée, une journée, voire peut-être plus, pour soit lire des bouquins, soit discuter avec des chercheurs pour qu'ils nous expliquent en détail de quoi il s'agit. C'est des thématiques où en fait vous ne pouvez pas comprendre à moitié. Moi j'étais spécialiste des neurosciences, neurobiologie, tout ça. Vous pouvez comprendre certaines choses et pas d'autres, c'est pas grave, vous avez accès quand même à une forme de sens. La physique, les mathématiques, si vous n'avez pas compris tout, vous n'avez rien compris. Donc il y a une dimension discrète, pas continue finalement, qui fait que où on y va ou on n'y va pas. Et voilà, je suis un peu long. Je crois que vous avez compris la teneur de ce que je pense. D'autres questions? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir quel était votre modèle économique et comment, parce que là on voit beaucoup d'actualités, beaucoup de contenu de texte, et comment vous faites pour vous rémunérer et rémunérer votre équipe. Merci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on a notre stratégie, c'est de se dire, on a quelques espaces publicitaires maintenant dessus. Ça paye les serveurs et si l'audience, on fait même une petite marge maintenant depuis 2-3 mois. On est content. Si l'audience augmente, là on est à 100 000 visiteurs uniques par mois, donc c'est petit, c'est 10 fois moins que Sciences et Avenir. Bon, on n'a pas les moyens marketing ni la presse papier qui va derrière pour nous appuyer. Mais on est déjà content d'arriver à 100 000 visiteurs uniques par mois. Ça nous permet, avec les revenus publicitaires, on n'embête pas trop nos internautes avec la pub, hein, mais il y en a un petit peu, ça nous permet voilà, de générer un tout petit peu d'argent tous les mois, moins de 1 000 € pour être très transparent avec vous. Donc ça ne nous suffit pas bien évidemment pour nous rémunérer. Ce qu'on fait, c'est qu'en fait, avant tout, les gens qui écrivent là-dedans, c'est des passionnés de science. Donc leur modèle économique, c'est la passion avant tout. Et ils se rémunèrent de temps en temps parce que on obtient des contrats avec, par exemple, donc je reviens sur le Centre national d'études spatiales, qui aime bien notre site et du coup qui nous a confié une grosse mission là qu'on est en train de faire actuellement pour eux. On vend des contenus, hein, je ne vais pas dire le nom des médias puisque c'est de la marque blanche. Mais on vend des contenus à des médias, ça nous permet de faire un petit peu d'argent aussi, et on réalise enfin des prestations éditoriales ad hoc pour des entreprises, j'en parlais tout à l'heure, en chimie par exemple, et aussi pour des médias et des institutions. Voilà. Donc on fait du B2B en fait, c'est-à-dire qu'on utilise en fait ce site qui est notre danseuse, notre passion, et on se dit qu'on peut arriver à développer des activités B2B qui peuvent nous permettre de survivre, voire même un jour, pourquoi pas, de bien vivre. Tous les gens qui écrivent dans ce site, à côté, ils ont des activités, ils sont tous des journalistes scientifiques, ils travaillent pour d'autres médias, c'est pas mal des pseudos en fait. Hein. Et donc le journal de la science ne peut pas les rémunérer, ou très faiblement. Voilà. J'espère que ça changera. Du coup, c'est une question un peu plus générale en fait par rapport au modèle économique. Est-ce que, et ça s'adresse aussi peut-être aux collègues de Sciences et Avenir, est-ce qu'il existe des sites de médias scientifiques, en sciences, dont le modèle économique est viable? Ouais. Oui. En France? Non. Ouais. Ah oui?
Futura Science. Oui, d'accord. Ils font, aux dernières nouvelles, ils faisaient 3 millions et des brouettes de VU, je crois qu'ils ont dû les dépasser. Il y en a 2 même d'ailleurs. Je vais vous parler de Futura Science. Je ne les connais pas directement, j'ai juste étudié un petit peu ce qu'ils font. Ils sont arrivés en premier, aux alentours des années 2000, hein, ils sont arrivés très tôt. Google adore les sites qui ont de l'ancienneté. Donc, au niveau du référencement, je crois que c'est impossible de faire mieux que Futura Science et personne ne les dépassera. Ils sont indétrônables. Ce qui signifie qu'ils ont une audience absolument formidable. Alors pendant longtemps, ils ont publié des contenus qui étaient plutôt des communiqués de presse qui copiaient-collaient. Hein, ils ont fait pendant des années. Et puis maintenant, ils font des choses plus élaborées. Je trouve qu'il y a certains articles qui sont vraiment très très bien faits dans Futura Science. Et ils publient 5 à 6 contenus par jour, un peu plus parfois, mais je pense que c'est du contenu issu de partenariats avec des sociétés. Et ils ont très très peu de gens qui écrivent en fait, parce que ça se fait assez rapidement ces contenus-là. Et ils ont un chiffre d'affaires. Alors moi j'avais regardé, je ne sais pas si ça se dit. Enfin bon, bref. Sur Internet vous trouvez des informations sur leur chiffre d'affaires. Voilà. Donc c'est rentable. Par contre, malgré l'audience, c'est pas excessivement rentable, loin de là. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'ils en vivent correctement, mais c'est pas non plus, ils sont pas non plus richissimes. Deuxième modèle économique, Maxi Science. C'est un nouveau venu. Vous le connaissez probablement aussi. Eux, ils font partie d'un groupe en fait. Où ils ont copié-collé en fait leur site qui est en fait une application Facebook cachée et ils ont décliné en fait cette structure de site en plusieurs thématiques. Il y a du foot, il y a de la science, il y a tout ce qui est masculin, insolite, etc. Ils ont créé en fait une espèce de méta-chaîne en fait dans laquelle Maxi Science est l'un des sous-ensembles en fait. Et en fait, comme ils ont une force de frappe suffisante et hyper cohérente au niveau de l'audience, c'est que des hommes, généralement, je ne sais pas si ils sont CSP+, en tout cas c'est que des hommes, et actifs, et les publicitaires adorent cette cible-là, hein, parce qu'ils sont souvent décisionnaires. Donc ils vont voir les annonceurs des régies, voire ils ont peut-être même leur propre régie, je ne sais pas, et ils disent, ok, Maxi Science, c'est que 800 000 VU, c'est à peu près ça, hein, mais on a aussi nos autres chaînes qui font 500 000 VU, 300 000 VU, 1 million, etc. Et au final, on arrive à 3 millions, 4 millions de VU, et qu'est-ce qu'on peut négocier en termes d'affichage publicitaire avec vous, monsieur l'annonceur? Et c'est comme ça qu'ils font. C'est très malin de faire ça. C'est pas du tout des journalistes scientifiques à la base, c'est des ingénieurs qui ont fait. Leur site, il est vraiment diabolique. Je vous le dis, moi, je suis admiratif de Maxi Science. On fera jamais ça, nous, mais l'interfaçage avec Facebook est absolument magnifique. D'un point de vue, moi, j'aime beaucoup l'informatique. C'est moi qui m'occupe de l'évolution du journal de la science, l'évolution technique. Je suis stupéfait de leur ingéniosité, de leur intelligence. C'est très, très, très bien fait. Et c'est efficace puisqu'ils sont arrivés après nous, ils sont à 800 000 VU, ils vont bientôt arriver à 1 million de VU. Attention, si on sait à venir, ils sont sur vos talons. Voilà, pour les deux modèles économiques dont je sais qu'ils fonctionnent. Pour les deux, il faut avoir des super épaules. Futura Science, il faut avoir débuté il y a très longtemps. Il y a la prime au leader. Une fois qu'on est deuxième, on est deuxième et on prend jamais la place du premier. Soit on s'appelle Maxi Science, on a une vision d'ingénieur. Et on voit à très long terme et on a des financements, c'est ce qu'ils avaient. Ok, on va remercier notre orateur. Merci.